3 jours après mon opération, j'ai vu mon mari et ma sœur s'embrasser par la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Je ne les ai pas confrontés, mais j'ai tendu des pièges. Ce que j'ai fait ensuite les a fait regretter de m'avoir trahi. Je m'appelle Isor et à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé surprendre mon mari Aurélien et ma sœur Claire s'embrassant par la fenêtre de ma chambre d'hôpital. La chirurgie de la colonne vertébrale après mon accident de voiture m'avait laissé immobilisé, dépendante des 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Aurélien et Claire semblaient si attentionnés, mais quelque chose clochait. Ces regards qui s'attardaient, leurs excuses pour partir ensemble. Puis est arrivé cet après-midi où je les ai vus à travers la vitre, enlacés dans une étreinte passionnée dont ils pensaient que je ne serais jamais témoin. Mon monde s'est effondré alors que j'étais allongé, incapable de bouger. Si vous avez déjà vécu une trahison, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Croyez-moi, ce que j'ai fait ensuite vous rendra heureux d'être resté. Avant que ma vie n'implose dans cette chambre d'hôpital stérile, j'avais tout planifié. Mon entreprise de design d'intérieur, Design Intérieur Le Maire, avait enfin décollé après 3 ans de travail acharné et incessant. Je me spécialisais dans la création d'espaces qui équilibraient le luxe et le confort, et ma liste de clients grandissait plus vite que je ne pouvais gérer. Mon portfolio présentait de tout, des appartements en centre-ville aux maisons familiales de banlieue. Chaque projet apportait de nouveaux défis que j'adorais résoudre. Aurélien et moi nous sommes rencontrés au mariage de ma colocataire Laura il y a 5 ans. Il n'était pas censé être là, en fait. Il avait remplacé au pied levé l'un des garçons d'honneur qui avait attrapé une intoxication alimentaire, debout là dans son smoking emprunté légèrement trop grand. Il a attiré mon regard pendant la réception et m'a offert une coupe de champagne. Nous avons parlé toute la nuit de tout, de notre amour partagé pour l'architecture moderne du milieu du siècle à notre dédain mutuel pour la télé-réalité. Il était charmant, avait réussi en tant que conseiller financier, et semblait sincèrement intéressé par mon travail. Notre mariage est arrivé 2 ans plus tard. Une cérémonie simple dans une ferme rénovée sur laquelle j'avais travaillé. Tout le monde disait que nous étions parfaits ensemble. La designer d'intérieur dynamique et le planificateur financier pragmatique. Nous nous équilibrions. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ma sœur Claire a toujours été l'élément imprévu dans ma vie. 2 ans plus jeune que moi. Elle ne semblait jamais trouver sa place jusqu'à ce qu'elle obtienne un emploi dans la vente pharmaceutique il y a 3 ans. En grandissant, elle a vécu dans mon ombre sur le plan académique, mais socialement, elle excellait là où je peinais. Notre relation avait toujours été compliquée par une sous-jacente compétition. Quand je me suis fiancé, elle a soudainement rompu avec son petit ami de longue date. Quand j'ai annoncé que mon entreprise était rentable, elle a mystérieusement obtenu une promotion. Ces schémas ont continué tout au long de nos vies d'adultes. Pourtant, c'était ma sœur. Quand elle a proposé d'aider Aurélien à me soutenir après mon accident, j'ai été reconnaissante. J'ai pensé que peut-être cette crise nous rapprocherait enfin. L'accident est arrivé un mardi soir pluvieux. Je rentrais d'un rendez-vous client qui avait traîné. Les routes étaient glissantes, la visibilité mauvaise, et un chauffeur de camion s'était endormi au volant. Il a dévié dans ma voie sur l'autoroute, et j'ai donné un coup de volant pour l'éviter. Ma voiture a aquaplané, a fait 2 tonneaux et s'est écrasée contre le séparateur en béton. Je me souviens du crissement des pneus, du verre brisé, et puis plus rien. Je me suis réveillé à l'hôpital pour apprendre que j'avais fracturé 3 vertèbres et nécessitais une chirurgie extensive pour prévenir une paralysie permanente. La procédure était compliquée, impliquant des tiges et des vis métalliques pour stabiliser ma colonne vertébrale. Les médecins m'ont dit que la guérison prendrait des mois, avec des semaines à l'hôpital suivies d'une kinésithérapie intensive. Ces premiers jours après la chirurgie étaient un flou de médicaments contre la douleur, de visites de médecins et de sommeil agité. Aurélien semblait être là constamment, me tenant la main, m'apportant de petits conforts de la maison et coordonnant avec l'équipe médicale. Il semblait épuisé mais déterminé, passant des nuits dans la chaise inconfortable de l'hôpital malgré mon insistance à ce qu'il rentre se reposer. Claire est arrivée le 2e jour, les bras chargés de magazines, de snacks et d'une couverture douce de mon salon. Elle a serré Aurélien fort en guise de salut, s'attardant juste une seconde de trop. J'ai mis ça sur le compte de la gratitude pour ses soins envers moi. Tu as l'air affreux, lui a-t-elle dit avec sa franchise familière. Laisse-moi t'aider. Tu dois aussi prendre soin de toi. C'est ainsi que l'arrangement a été fait. Claire s'asseyait avec moi pendant la journée pendant qu'Aurélien travaillait, puis il revenait le soir. Parfois, leurs visites se chevauchaient et j'ai commencé à remarquer de petites choses,
la façon dont il finissait les phrases de l'autre. Comment il semblait avoir des blagues internes dont je ne faisais pas partie, les touches décontractées qui s'attardaient. Vous semblez bien vous entendre, ai-je commenté un soir. Le traumatisme rapproche les gens, a répondu Aurélien avec un haussement d'épaule. Claire a été un ange gardien. Ma sœur lui a souri avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'est à ça que sert la famille. Il y avait d'autres signes aussi. Parfois, je me réveillais d'une sieste provoquée par les médicaments pour trouver Aurélien parti et Claire expliquant qu'il était sorti prendre un café. Leurs notifications de messages sonnaient simultanément. Ils avaient des conversations à voix basse dans le couloir qui s'arrêtaient quand je les appelais. Mais je leur faisais confiance à tous les deux implicitement. Aurélien avait été mon roc pendant 5 ans. Claire était ma sœur, mon sang. L'idée qu'il me trahirait alors que j'étais la plus vulnérable semblait impossible. Alors, j'ai refoulé mes inquiétudes et me suis concentré sur la guérison. Ma vulnérabilité physique a été la partie la plus difficile. J'avais toujours été farouchement indépendante, et maintenant j'avais besoin d'aide pour tout, de manger à aller aux toilettes. La perte de dignité était presque aussi douloureuse que mes blessures. Quand Aurélien m'aidait à me laver les cheveux, ou Claire m'aidait à ajuster ma chemise d'hôpital, je me sentais comme une enfant. Je détestais avoir besoin d'eux, mais j'étais reconnaissante qu'ils soient là, ou du moins. Je l'étais jusqu'à cet après-midi fatidique où tout ce que je pensais savoir de ma vie s'est révélé être un mensonge soigneusement construit. Le jour où j'ai découvert leur trahison a commencé comme n'importe quel autre dans cette routine hospitalière intemporelle. Les visites du matin, la kinésithérapie qui me laissait épuisé. Le déjeuner que j'ai à peine touché. Et puis le soulagement béni des médicaments contre la douleur qui m'envoyait généralement dériver dans un sommeil sans rêve pendant des heures. Sauf ce jour-là, quelque chose était différent. Le nouveau médicament auquel il m'avait passé ne me rendait pas aussi somnolente. J'ai fait semblant de m'endormir quand même, voulant un peu de temps tranquille avec mes pensées sans avoir à faire bonne figure pour les visiteurs. J'ai entendu Aurélien arriver vers 14 heures, parlant doucement à Claire, qui lisait des magazines près de mon lit toute la matinée. Comment va-t-elle ? Sa voix était basse, inquiète. Pareil qu'hier. La kinésithérapeute a dit qu'elle pourrait avoir besoin d'une semaine de plus avant la sortie. La voix de ma sœur avait une étrange nuance que je ne pouvais pas situer. Parlons dehors. Je ne veux pas la réveiller. Leurs pas se sont éloignés et la porte s'est fermée avec un léger clic. La curiosité piquée, j'ai lutté pour changer de position. L'incision de ma chirurgie a envoyé une douleur fulgurante dans ma colonne vertébrale, mais j'ai réussi à me soulever légèrement sur mes coudes. Par la grande fenêtre qui donnait sur le couloir de l'hôpital, je pouvais les voir debout l'un près de l'autre. Trop près. La main d'Aurélien était sur la taille de ma sœur, son pouce faisant de petits cercles sur la peau exposée où sa chemise avait remonté. Ils parlaient intensément, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai pensé que je me trompais peut-être, voyant quelque chose d'innocent à travers la lentille de ma paranoïa induite par les médicaments, mais alors c'est arrivé. Aurélien a rapidement regardé en bas du couloir dans les deux directions avant de tirer Claire contre lui. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui n'était clairement pas le premier. C'était familier, passionné, pratiqué. Ses mains ont glissé dans ses cheveux tandis que les siennes agrippaient ses épaules. Quand ils se sont séparés, ils étaient tous deux légèrement essoufflés. Claire a dit quelque chose qui a fait rire Aurélien, puis l'a embrassé rapidement à nouveau avant qu'il ne s'écarte. Mon estomac s'est violemment noué. La chambre a semblé tourner autour de moi alors que je luttais pour traiter ce dont je venais d'être témoin. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Les deux personnes responsables de mes soins. Enlacées dans une étreinte amoureuse à quelques pas de l'endroit où j'étais allongée, brisée et dépendante. J'ai à peine eu le temps de me redescendre dans ma position initiale avant qu'il ne rentre dans la chambre. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il l'entendrait. La sueur perlait sur mon front alors que je luttais pour contrôler ma respiration afin de maintenir la façade d'un sommeil paisible. Elle a l'air si paisible, a murmuré Claire, et j'ai senti qu'elle ajustait ma couverture. Le médecin a dit que le nouveau médicament pourrait la faire moins dormir. Nous devrions faire attention à ce que nous disons. La voix d'Aurélien venait de près du pied de mon lit. Tu t'inquiètes trop. Les médecins ont dit que sa guérison se passe bien. Encore quelques semaines et les choses pourront redevenir normales. Normal. Aurélien semblait tendu. Nous devons parler de ce qui se passera après son retour à la maison. Cela change tout. Plus tard, a murmuré Claire, pas ici.
J'ai senti une main sur mon bras, celle d'Aurélien, d'après le cal sur son pouce familier. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas me rétracter à son contact. Cette main qui venait de caresser ma sœur prétendait maintenant me réconforter. L'hypocrisie a fait monter la bile dans ma gorge. J'ai maintenu ma mascarade de sommeil jusqu'à ce qu'une infirmière entre pour vérifier mes signes vitaux. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de me réveiller, clignant des yeux d'un air endormi et offrant un faible sourire à mon mari et ma sœur, mes traîtres, mes soignants. « Salut, t'es endormi » a dit Claire joyeusement. « Bonne sieste. » La meilleure, ai-je menti, observant son visage pour tout signe de culpabilité. Il n'y en avait aucun. Juste la même luminosité artificielle qu'elle projetait depuis mon accident. Aurélien s'est penché pour m'embrasser le front, et il m'a fallu tout mon être pour ne pas reculer. « Comment te sens-tu ? » Comme si j'avais été frappé par un camion, ai-je dit. L'humour noir est tombé à plat alors que je les imaginais rire de moi derrière mon dos. Cette soirée a été une torture. Rester assise pendant leurs soins sollicités, accepter la nourriture de leurs mains, écouter leurs plans pour ma guérison, tout en voyant des éclairs de leur étreinte chaque fois que je fermais les yeux. La trahison a coupé plus profondément que le scalpel du chirurgien, laissant des blessures dont je n'étais pas sûr qu'elles guériraient un jour. Quand ils sont finalement partis pour la nuit, promettant de revenir tôt le lendemain matin, je me suis permis de laisser les larmes venir. Des sanglots silencieux, secouant mon corps et aggravant mes blessures, mais qui ne pouvaient être contenus. La dévastation était complète en un seul instant. J'avais perdu à la fois mon mari et ma sœur. Mon mariage, ma famille, ma confiance, tout disparut en l'espace d'un baiser. Alors que la nuit s'étirait, mon chagrin s'est lentement cristallisé en quelque chose de plus dur. Détermination, rage, une clarté froide et calculatrice que je n'avais jamais connue auparavant. Au matin, quand l'infirmière est venue vérifier, j'avais pris ma décision. Je ne les confronterai pas. Pas encore. Pas tant que j'étais faible et littéralement à leur merci. Au lieu de cela, je rassemblerai des preuves. Je jouerai la patiente inconsciente et reconnaissante. Et quand le moment serait venu, quand je serais plus forte et que j'aurais tout ce dont j'avais besoin, je les ferai tous les deux regretter de m'avoir trahi. La première étape de mon plan était une simple observation. J'ai commencé à prêter une attention méticuleuse à leur comportement, notant quand ils arrivaient et partaient, combien de temps ils passaient seuls ensemble, et quelles excuses ils utilisaient. Aurélien arrivait généralement à l'hôpital vers 18h après le travail et restait jusqu'à 20h ou 21h. Claire venait généralement le matin et partait quand Aurélien arrivait, mais parfois leurs visites se chevauchaient pendant 1 heure ou plus. Pendant ces chevauchements, ils trouvaient souvent des raisons de sortir ensemble. Des courses de café ou des consultations avec des médecins qui nécessitaient mystérieusement leur présence à tous les deux. J'ai commencé à chronométrer ces absences. 5 minutes pour une mise à jour rapide avec l'infirmière. 15 minutes pour un café à la cafétéria en bas. 25 minutes pour un appel avec la compagnie d'assurance auquel les deux devaient participer pour une raison ou une autre. J'ai commencé à feindre le sommeil plus souvent, leur donnant l'occasion de parler librement. Ils étaient prudents au début, mais sont devenus plus audacieux au fil des jours, croyant clairement que les médicaments me maintenaient inconsciente. Ma deuxième étape a consisté à trouver un allié. Entrée Florence, une infirmière de nuit dans la quarantaine avec des yeux vifs et une attitude sans fioriture. Elle est venue une nuit et m'a trouvé pleurant silencieusement. Et au lieu d'offrir des platitudes vides, elle s'est assise au bord de mon lit et a simplement demandé « Que se passe-t-il vraiment ?» Quelque chose dans son approche directe a brisé mes murs soigneusement construits. Toute l'histoire a coulé, des premiers signes avant-coureurs à la confirmation dévastatrice par la fenêtre. C'est une trahison digne d'un feuilleton, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Son visage était un mélange de dégoût et de sympathie. Que allez-vous faire à ce sujet ? Je dois rassembler des preuves avant de les confronter. Je ne peux pas les accuser sans preuve. Surtout pas tant que je suis coincé dans ce lit. Florence a hoché la tête pensivement. Intelligent. Vous avez besoin d'un levier. Elle a regardé sa montre. Ma garde se termine dans 1 heure. Mais je pense que vous et moi devons avoir une conversation plus longue demain. Je pourrais peut-être aider. Fidèle à sa parole, Florence est revenue pendant sa pause le lendemain avec un téléphone prépayé. La politique de l'hôpital interdit d'enregistrer les gens sans consentement, a-t-elle dit avec un regard éloquent. Alors, je vous prête juste mon ancien téléphone car le vôtre a été endommagé dans l'accident. Ce que vous en faites, c'est votre affaire. Ce téléphone est devenu mon outil le plus précieux.
Je le gardais caché dans ma tête d'oreiller, ne le sortant que lorsque j'étais seul pour revoir ce que j'avais capturé. Florence m'a également aidé à accéder au Wi-Fi invité de l'hôpital, me permettant de rechercher des avocats spécialisés en divorce et les lois de l'État concernant l'adultère et le partage des biens. Ma troisième étape était la préparation financière. Lors d'une de ces visites, j'ai demandé à Aurélien d'apporter mon ordinateur portable afin que je puisse consulter des magazines de design en ligne pendant les longues journées à l'hôpital. Une fois que je l'ai eu, j'ai attendu la nuit pour accéder à nos comptes joints. Comme je le soupçonnais, il y avait eu une activité inhabituelle. Plusieurs transferts importants vers un nouveau compte que je ne reconnaissais pas. Des frais de dîner dans des restaurants les soirs où il prétendait travailler tard. Et le plus accablant de tout, un reçu pour un week-end dans un gîte à la campagne 2 semaines avant mon accident. J'ai pris des captures d'écran de tout avant de commencer à déplacer mes propres actifs. J'ai transféré les fonds de mon entreprise vers un compte séparé que je contrôlais seul. J'ai redirigé les paiements clients à venir. J'ai documenté chaque centime de mes biens propres, créant une division claire qui serait cruciale dans la procédure de divorce. Avec l'aide de Florence, j'ai contacté Maître Étienne Leclerc, un avocat spécialisé en droit de la famille dans les divorces très conflictuels. Nous avons parlé brièvement pendant sa pause déjeuner, son téléphone sur haut-parleur pendant qu'elle montait la garde à ma porte. Ce que vous décrivez est malheureusement courant, a dit Maître Leclerc après avoir entendu mon histoire. Mais votre vulnérabilité actuelle le rend particulièrement flagrant. Je vous conseillerais de ne pas les confronter tant que vous n'êtes pas physiquement capable de quitter le domicile conjugal. En attendant, continuez à rassembler des preuves et à sécuriser vos finances. C'est devenu ma feuille de route. J'ai créé un plan détaillé qui utilisait mes compétences en design d'intérieur d'une manière inattendue. Tout comme je cartographiais les transformations de pièces avec des mesures précises et des sélections de matériaux, j'ai cartographié ma stratégie pour exposer leur trahison. Chaque piège était conçu pour révéler une autre couche de leur tromperie tout en maintenant ma façade d'ignorance. Le premier piège était une simple surveillance. J'ai demandé à Florence de placer le téléphone stratégiquement lorsqu'elle le laissait accidentellement dans ma chambre pendant les visites d'Aurélien et Claire. Les enregistrements étaient éclairants. Elle sortira la semaine prochaine, a dit Aurélien lors d'une telle conversation. Nous devons être plus prudents une fois qu'elle sera à la maison. Nous sommes prudents depuis des mois, a répondu Claire. De plus, elle est complètement inconsciente. Tu as vu à quel point elle était reconnaissante quand je lui ai apporté ces stupides magazines. Le rejet décontracté de moi était comme une gifle. Des mois. Pas seulement depuis mon accident. Il menait cette liaison depuis des mois pendant que je travaillais tard le soir à construire mon entreprise, leur faisant implicitement confiance à tous les deux. Le deuxième piège impliquait que Florence mentionne négligemment pendant sa ronde que je pourrais sortir plus tôt que prévu. Le médecin est très satisfait de ses progrès, a-t-elle dit en vérifiant mes signes vitaux. Elle pourrait rentrer à la maison dès lundi. La panique que cela a induite était palpable. Plus tard dans la journée, quand ils pensaient que je dormais, j'ai enregistré leur plan frénétique. Lundi ? C'est trop tôt, a sifflé Claire. Nous avons besoin de plus de temps pour arranger les choses. Je vais parler au médecin, l'a rassuré Aurélien. Dire que nous ne sommes pas prêts pour les soins à domicile pour l'instant. Je vais le convaincre qu'elle a besoin de plus de temps ici. J'ai écouté mon mari travailler activement pour me garder hospitalisé plus longtemps afin de pouvoir continuer son affaire avec ma sœur. Chaque révélation aurait dû faire mal, mais à la place, j'ai ressenti un étrange détachement, comme si je rassemblais des preuves sur des inconnus plutôt que sur les deux personnes que j'avais le plus aimées au monde. Le troisième piège était le plus élaboré. Avec l'aide de Florence, j'ai mis en place un faux échange de messages textes sur mon téléphone habituel, qu'Aurélien chargeait au cas où quelqu'un du travail appellerait. J'ai créé une conversation avec un entrepreneur fictif suggérant qu'il avait visité notre maison et remarqué une activité inhabituelle pendant que j'étais hospitalisé. J'ai laissé le téléphone là où Aurélien le verrait lorsqu'il le chargerait. Ce soir-là, j'ai regardé à travers des yeux à peine ouverts la curiosité prendre le dessus sur lui. Il a pris mon téléphone, a entré le code qu'il pensait que je ne savais pas qu'il connaissait, et a parcouru mes messages. Son visage a pâli en lisant l'échange que j'avais fabriqué. Il a immédiatement appelé Claire, sortant dans le couloir, mais toujours visible à travers ma fenêtre. Leur langage corporel racontait l'histoire. Panique, déni, puis contrôle rapide des dégâts. À leur retour, Aurélien a mentionné négligemment qu'il allait faire repeindre mon bureau à la maison comme une surprise de bienvenue. C'est si attentionné, ai-je dit, les yeux écarquillés avec une gratitude fabriquée.
Mais s'il te plaît, ne déplace rien sur mon bureau. Tous mes dossiers clients sont organisés spécifiquement. Bien sûr que non, m'a-t-il assuré, le mensonge glissant facilement de ses lèvres. Nous ne toucherions pas à tes affaires de travail. Cette nuit-là, j'ai demandé à Florence d'appeler la ligne fixe de mon bureau depuis le poste des infirmières. Comme prévu, Claire a répondu à la deuxième sonnerie. Clairement chez moi tard dans la soirée. Je vérifie juste si monsieur le maire est toujours là, a dit Florence d'une voix fluide. Il a laissé des papiers pour sa femme. Non, il a dû sortir, a répondu Claire. Puis-je aider avec quelque chose? Non, c'est bon. Je le retrouverai demain. Une autre preuve obtenue. Ils utilisaient ma maison, probablement mon lit, pendant que j'étais immobilisé à l'hôpital. La violation était complète. Mes séances de kinésithérapie sont devenues des occasions de plus que de simplement guérir. Tout en retrouvant ma force, je me préparais également à l'indépendance. Je me suis poussé plus fort que les thérapeutes ne le recommandaient, ignorant la douleur pour me concentrer sur la récupération de la mobilité. Je devais être assez forte pour exécuter la phase finale de mon plan. Chaque nuit avant de dormir, j'affinais ma stratégie. Les pièges étaient tendus, les preuves s'accumulaient. Il ne restait plus qu'à les déclencher au moment parfait, quand je serais physiquement capable de m'éloigner des ruines de mon mariage et de mes liens familiaux. Alors que je devenais physiquement plus forte, je sentais mon cœur s'endurcir, la dévastation initiale se calcifiant en une détermination résolue. Aurélien et Claire avaient commis une erreur critique. Ils m'avaient trahi quand j'étais la plus vulnérable. Sans jamais considérer que cette vulnérabilité était temporaire. Ils m'avaient sous-estimé, croyant que ma faiblesse physique reflétait une fragilité mentale et émotionnelle qui m'empêcherait de me défendre. Ils allaient bientôt apprendre à quel point ils avaient tort. À ma 3e semaine d'hospitalisation, j'avais accumulé suffisamment de preuves pour détruire leur réputation 10 fois. Les enregistrements seuls contenaient des discussions explicites sur leur liaison, des plans pour accéder à mon récent héritage de ma grand-mère, et le plus dérangeant de tout, des stratégies pour me convaincre que j'étais trop fragile pour gérer mon entreprise après ma sortie. Le médecin a dit que les médicaments pourraient causer des problèmes de mémoire, a dit Aurélien à Claire lors d'une conversation que j'ai enregistrée. Nous pouvons utiliser ça. Si elle oublie des choses ou semble confuse, nous pouvons suggérer qu'elle prenne du recul par rapport à l'entreprise pendant un certain temps. Peut-être même que quelqu'un d'autre reprenne ses clients. Cette liste de clients est essentiellement une mine d'or, a acquiescé Claire. Ces gens riches lui font confiance pour dépenser des centaines de milliers d'euros sur leur maison. Qui dit que nous ne pourrions pas intervenir temporairement pendant qu'elle se rétablit? Leur complot décontracté pour démanteler tout ce que j'avais construit me faisait bouillir le sang. Non contente de trahir ma confiance, ils prévoyaient d'exploiter ma condition pour profiter de mes années de travail acharné. Les preuves ont fait passer mon plan de la simple exposition de leur liaison à la garantie qu'ils subiraient les conséquences de leur tentative d'exploitation financière. Avec l'aide continue de Florence, j'ai exécuté mes pièges systématiquement. Premièrement, je me suis assuré que tous les enregistrements étaient sauvegardés sur un compte cloud sécurisé auquel je seul pouvais accéder. Ensuite, j'ai commencé à préparer le terrain avec le personnel de l'hôpital, confiant à mon médecin mes inquiétudes concernant le comportement d'Aurélien. Je suis inquiète de rentrer à la maison avec lui, ai-je dit au docteur Bernard lors d'une consultation privée. Les choses ne vont pas bien entre nous, et certaines de ses décisions pendant mon hospitalisation ont semblé discutables. Le docteur Bernard a pris mes inquiétudes au sérieux, en prenant note dans mon dossier et en suggérant des ressources pour les patients dans des situations familiales potentiellement dangereuses. Cette documentation s'avérerait cruciale plus tard. Le deuxième piège s'est déclenché lorsque Florence a accidentellement programmé Aurélien et Claire pour rencontrer la coordinatrice des sorties séparément. Je l'avais coaché sur ce qu'il fallait leur demander à chacun. Alors, vous serez le principal soignant à la maison, a-t-elle demandé à Aurélien. Oui, j'ai arrangé pour travailler depuis chez moi pendant le prochain mois, a-t-il menti en douceur. 2 heures plus tard, elle a posé la même question à Claire. En fait, nous avons décidé que je resterai chez eux pour aider. Aurélien a de gros clients qu'il ne peut pas reporter. Un autre mensonge contredisant complètement sa déclaration. Florence a documenté les 2 conversations, les ajoutant à mon dossier croissant de preuves. Leur incapacité à accorder leur version a révélé le peu de réflexion qu'ils avaient consacré à mes soins réels une fois sortis. Le troisième et le plus dévastateur piège impliquait mon avocat, Maître Leclerc. Avec mon autorisation, il a envoyé une lettre officielle à notre adresse à la maison concernant d'éventuelles irrégularités financières identifiées dans les comptes joints.
La lettre était intentionnellement vague, mais mentionnait des dates spécifiques où des transferts suspects avaient eu lieu. Ce soir-là, Aurélien est arrivé à l'hôpital, visiblement agité. Il a attendu de penser que je dormais avant d'appeler Claire en panique. Nous avons un problème, a-t-il sifflé au téléphone. Un avocat a envoyé une lettre concernant l'argent que nous avons déplacé. Penses-tu qu'elle sait quelque chose? Impossible, a répondu Claire, sa voix grêle à travers le haut-parleur. Elle se souvient à peine quel jour on est avec tous ces médicaments. C'est probablement juste une routine à cause de l'accident. Peut-être que nous devrions déplacer l'argent à nouveau juste pour être sûr. Non, cela ne ferait que créer plus de traces écrites. Reste tranquille. Une fois qu'elle sera à la maison, nous pourrons lui faire signer ses papiers de procuration. Alors, peu importe ce qu'elle sait. J'ai enregistré chaque mot, ma main ferme malgré la rage qui me parcourait. Il ne prévoyait pas seulement de voler mes contacts professionnels. Il complotait pour prendre le contrôle légal de tous mes actifs. La profondeur de leur trahison semblait sans fond. À mesure que ma date de sortie approchait, j'ai finalisé les arrangements avec Maître Leclerc pour obtenir un appartement près de son bureau. Meublé, sécurisé et inconnu d'Aurélien ou Claire. Florence m'a aidé à organiser un service d'ambulance privée pour le transport, contournant l'offre d'Aurélien de me ramener à la maison en voiture. Je ne comprends pas, a-t-il protesté quand je l'ai informé de l'arrangement. J'ai pris mon jour de congé pour te ramener à la maison. L'hôpital a recommandé ce service, ai-je expliqué innocemment. Ils auront l'équipement approprié au cas où j'aurai besoin de soutien pendant le trajet. Tu peux me retrouver à la maison. La confusion sur son visage aurait été comique si la situation n'avait pas été si douloureuse. Ses plans soigneusement construits commençaient à s'effilocher. Et il ne comprenait pas pourquoi. La dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai convaincu le docteur Bernard de programmer une réunion familiale complète concernant mon plan de soins à domicile. J'ai demandé que mes parents y assistent également, sachant qu'ils joueraient un rôle crucial dans ce qui allait arriver. Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela lors de la réunion de sortie, a demandé Florence en m'aidant à m'habiller avec de vrais vêtements pour la première fois depuis des semaines. Ça va être brutal. C'est exactement pourquoi ça doit arriver là, ai-je expliqué. Avec des professionnels de la santé présents, aucun des deux ne peut faire de scandale sans conséquence, et j'ai besoin de témoins pour ce qui se passera ensuite. Le matin de ma sortie est arrivé avec un étrange sentiment de calme. J'avais passé près d'un mois dans cette chambre d'hôpital. D'abord dans la douleur et la peur, puis dans le chagrin et la rage, et enfin dans une planification calculée. Tandis que Florence m'aidait à m'installer dans le fauteuil roulant qui allait me mener à la salle de conférence familiale, je me sentais prête. La kinésithérapie avait renforcé mon corps plus qu'Aurélien ou Claire ne l'avait réalisé. L'épreuve émotionnelle avait endurci ma détermination au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Quoi qu'il arrive là-dedans, a dit Florence, me serrant l'épaule. Vous avez déjà gagné en reprenant le contrôle. J'ai hoché la tête, serrant le dossier de preuve sur mes genoux. Il était temps de déclencher le piège final. La réunion de sortie fut une antichambre par rapport à ce que j'avais prévu pour plus tard. Le docteur Bernard a passé en revue mes progrès de guérison. La kinésithérapeute a détaillé mon programme de traitement continu, et la coordinatrice des sorties a expliqué la gestion des médicaments. Pendant tout ce temps, Aurélien hochait la tête attentivement tandis que Claire prenait des notes. Tous deux jouant leur rôle de mari inquiet et de sœur dévouée à la perfection. Mes parents, Philippe et Catherine, étaient assis tranquillement, observant. Je leur avais seulement dit que j'avais des inquiétudes concernant ma situation de soins à domicile, pas l'ampleur complète de la trahison. Ils devaient être témoins des événements se dérouler naturellement pour comprendre pleinement la gravité de la situation. Isor a fait des progrès remarquables, a conclu le docteur Bernard, mais elle nécessite toujours un soutien important pendant au moins les 4 à 6 prochaines semaines. Sa mobilité s'améliore, mais elle ne devrait pas être laissée seule pendant de longues périodes. Cela ne posera pas de problème, a assuré Aurélien à tout le monde. Entre Claire et moi, nous avons élaboré un programme pour nous assurer que quelqu'un soit toujours avec elle. J'en suis sûr, ai-je pensé, maintenant mon expression placide. Lorsque le service d'ambulance est arrivé pour me transporter, Aurélien a de nouveau protesté qu'il pouvait me conduire, mais le personnel médical a insisté pour suivre le plan arrangé. J'ai été installé dans l'ambulance avec mes affaires personnelles et le dossier de preuves sécurisé dans mon sac. Je te retrouve à la maison, a crié Aurélien alors que les portes se fermaient. Le chauffeur d'ambulance avait été briefé par Maître Leclerc. Au lieu de me conduire à notre maison de banlieue, il m'a emmené à l'appartement que mon avocat avait sécurisé.
Une infirmière m'attendait là pour m'aider à m'installer ainsi que maître Leclerc lui-même. Tout est en place, m'a-t-il assuré tandis que l'infirmière m'aidait à m'installer dans le fauteuil inclinable confortable qui avait été positionné pour minimiser la tension sur mon dos. Les documents ont été déposés au tribunal ce matin. Des officiers remettront les papiers à Aurélien d'ici 1 heure. J'ai hoché la tête, soudainement épuisé par le poids de ce qui se passait. Et la maison ? Comme nous en avons discuté, la compagnie de sécurité a installé des caméras hier pendant qu'ils étaient tous les deux à l'hôpital avec vous. S'ils accèdent à l'un de vos fichiers ou tentent de retirer des objets de valeur, nous aurons des preuves. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou d'appels téléphoniques. D'abord d'Aurélien, de plus en plus frénétique lorsqu'il a réalisé que je n'étais pas rentré à la maison, puis de Claire, sa voix serrée d'une panique à peine contrôlée. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale, écoutant leurs messages avec un intérêt détaché. « Isor, où es-tu ? L'ambulance n'est jamais arrivée. Je suis mort d'inquiétude. » La voix d'Aurélien. L'inquiétude si convaincante qu'elle m'aurait trompé quelques semaines plus tôt. « Isa, c'est clair. Aurélien dit que tu n'es pas rentré. Il doit y avoir une erreur avec le service d'ambulance. Appelle-nous dès que tu reçois ça. » Alors que leur message passait de l'inquiétude à la confusion, puis à une colère à peine voilée, maître Leclerc surveillait le flux de sécurité de ma maison. Les caméras ont capturé exactement ce que nous avions anticipé. Une fois qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas, ils ont commencé à fouiller frénétiquement mon bureau, à parcourir les dossiers, à tenter d'accéder à mon ordinateur et à passer des appels téléphoniques paniqués. Ils ont trouvé les papiers du divorce, m'a informé maître Leclerc vers 19 h ce soir-là. Des officiers viennent de les lui signifier. Votre sœur est toujours là. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. Envoyez-leur la lettre de mise en demeure maintenant. Et activez le protocole final. Le protocole final était une série d'actions méticuleusement planifiées conçues pour couper complètement tous les liens simultanément. Pendant qu'Aurélien se voyait signifier les papiers du divorce, mon email professionnel a automatiquement envoyé des notifications à tous les clients indiquant que je me remettais d'une opération, mais que j'étais toujours disponible via des canaux sécurisés spécifiques auxquels ni Aurélien ni Claire n'avaient accès. Mes comptes bancaires ont été officiellement gelés, à l'exception des dépenses médicales préautorisées spécifiques. Les serrures de notre maison étaient en train d'être changées par un serrurier accompagné d'un officier de police, citant l'ordonnance restrictive que j'avais obtenue sur la base de l'exploitation financière d'une personne médicalement vulnérable. Au matin, mon téléphone affichait plus de 50 appels manqués et des dizaines de messages textes des deux, allant de la confusion à la supplication en passant par la menace. J'ai lu chacun d'eux, prenant des captures d'écran pour le dossier avant de bloquer leurs 2 numéros. Mes parents sont arrivés à l'appartement vers midi le lendemain, leurs visages tirés par l'inquiétude et la confusion. « Isor, qu'est-ce qui se passe au juste ?» a demandé mon père dès qu'ils ont été assis. Aurélien nous a appelés en panique, disant que tu avais demandé le divorce et gelé tous les comptes. Il a dit que tu faisais une sorte de dépression à cause des médicaments. J'avais préparé ce moment. Sans un mot, je leur ai tendu à chacun un dossier contenant une sélection de preuves. Photos d'Aurélien et Claire ensemble prises par les caméras de sécurité. Transcription de leur conversation enregistrée planifiant de prendre le contrôle de mon entreprise et d'accéder à mon héritage. Relevé bancaire montrant des transferts effectués sans ma connaissance pendant mon hospitalisation. Email entre discutant de la manière d'accéder à l'héritage de ma grand-mère. La main de ma mère s'est portée à sa bouche en lisant, ses yeux se remplissant de larmes. Le visage de mon père s'est assombri à chaque page qu'il tournait. « Depuis quand ça dure ?» a-t-il finalement demandé, sa voix rauque d'émotion. « Au moins 6 mois, d'après ce que j'ai rassemblé, peut-être plus. Et tu as découvert cela pendant que tu te remettais d'une opération ?» Ma mère semblait horrifiée. Je les ai vus s'embrasser par la fenêtre de ma chambre d'hôpital 3 jours après ma chirurgie. Ils pensaient que je dormais. Le silence qui a suivi était lourd de douleurs partagées. Puis mon père a fait quelque chose que j'avais rarement vu dans ma vie d'adulte. Il a pleuré. Pas de gros sanglots, mais des larmes silencieuses coulant sur son visage buriné. « Mes filles » a-t-il dit simplement, les mots contenant des mondes de déception et de chagrin. Ma mère s'est assise à côté de moi sur le canapé. Attention à mon dos encore en guérison. « De quoi avez-vous besoin de nous ? » Juste de votre soutien, ai-je répondu. Et que vous compreniez pourquoi je ne peux plus jamais laisser leur trahison briser ma vie. Ils ont tous deux hoché la tête solennellement. La famille était sacrée pour mes parents,
mais une trahison de cette ampleur ne pouvait être ignorée ou pardonnée par de simples excuses. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités juridiques. Aurélien a tenté de contester le divorce, affirmant que mes médicaments avaient causé des délires paranoïaques. Sa stratégie s'est retournée spectaculairement contre lui lorsque Maître Leclerc a présenté les enregistrements au juge. Face à des preuves irréfutables de leur complot visant à exploiter ma condition médicale à des fins financières, l'avocat d'Aurélien a rapidement changé de tactique, cherchant maintenant un règlement discret. Claire a tenté plusieurs approches. D'abord des dénis colériques, puis des excuses en larmes, affirmant qu'elle avait été séduite par Aurélien, et enfin des tentatives pathétiques de minimiser ce qui s'était passé. Ce n'était que quelques baisers, a-t-elle affirmé dans un email qui a réussi à passer mes blocages. Nous étions tous les deux si stressés par ton accident. Ça ne signifiait rien. Les images de sécurité de ma maison racontaient une autre histoire. Leur familiarité confortable dans mon espace, la façon décontractée dont ils se servaient de mes biens. Les moments intimes capturés dans diverses pièces de ma maison pointaient tous vers une liaison de longue date menée juste sous mon nez. Alors que ma force physique revenait grâce à la thérapie continue, ma détermination ne faisait que s'endurcir. J'ai rejeté toutes les offres de règlement qui ne reconnaissaient pas l'étendue complète de l'inconduite financière d'Aurélien. J'ai ignoré toutes les tentatives de réconciliation de Claire, renvoyant ses lettres non ouvertes et bloquant les nouveaux numéros de téléphone qu'elle créait. Le moment le plus douloureux est arrivé lorsque des amis communs ont commencé à prendre parti. Certains ont cru la version d'Aurélien selon laquelle j'étais devenu paranoïaque et déraisonnable après mon accident. D'autres, confrontés à des preuves soigneusement sélectionnées, ont reculé d'horreur devant leur trahison. Le cercle social que nous avions construit pendant 5 ans de mariage s'est fracturé le long des lignes de loyauté et de crédulité. Laura, ma plus vieille amie et celle dont le mariage m'avait présenté à Aurélien, est venue me rendre visite à l'appartement après avoir entendu des versions contradictoires. Je ne sais pas quoi croire, a-t-elle admis. Aurélien dit que tu as perdu le contact avec la réalité à cause du traumatisme et des médicaments. J'ai silencieusement joué un enregistrement pour elle. Celui où il discutait de l'utilisation de mes prétendus problèmes de mémoire pour prendre le contrôle de mon entreprise. Son visage s'est froissé en écoutant. Ce salaud, a-t-elle murmuré une fois terminé. Et Claire, comment a-t-elle pu faire ça à sa propre sœur? C'est ce que je me demande depuis des semaines, ai-je répondu. Avec le soutien de Laura, j'ai commencé à reconstruire mes relations sociales, identifiant les amis qui étaient au courant de l'affaire et les coupant de ma vie ainsi que ceux qui continuaient à croire les mensonges d'Aurélien malgré les preuves. Alors que la procédure de divorce avançait et que ma guérison physique progressait, je me suis concentré sur la reconquête de mon indépendance. L'appartement est devenu un sanctuaire décoré selon mes spécifications exactes, sans compromis pour les goûts de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à travailler à distance avec des clients sélectionnés, reconstruisant méthodiquement la réputation de mon entreprise. La confrontation finale était encore à venir. J'avais rassemblé les preuves, sécurisé ma position et regagné ma force. Il était maintenant temps de les faire affronter toutes les conséquences de leur trahison de la manière la plus publique et la plus dévastatrice possible. 6 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'étais prête pour la phase finale de mon plan. Ma guérison avait progressé plus vite que quiconque ne l'avait prévu, en partie grâce à ma détermination à être physiquement capable de me tenir debout seul pendant la confrontation que j'avais méticuleusement orchestrée. Le cadre était parfait. Mes parents avaient suggéré une petite réunion de famille pour célébrer mes progrès de guérison, ostensiblement une manière de mettre les choses au clair et d'aller de l'avant. Ils ne comprenaient pas entièrement que la réconciliation n'était pas mon intention, mais leur invitation offrait l'opportunité idéale. L'événement aurait lieu chez eux, un territoire neutre, où ni Aurélien ni Claire ne pourraient contrôler le récit. Le matin de la réunion, j'ai rencontré Maître Leclerc pour une dernière revue de notre stratégie. « Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela de cette manière » a-t-il demandé, l'inquiétude évidente sur son visage. « Nous pourrions gérer cela plus discrètement. » « Ils ne m'ont pas trahi discrètement, ai-je répondu. Ma voix était ferme. Ils ont comploté pendant que j'étais la plus vulnérable, planifiant de me dépouiller de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Les conséquences ne devraient pas non plus être discrètes. Il a hoché la tête, comprenant, sinon entièrement à l'aise avec mon approche. Je serai là comme prévu alors. Rappelez-vous juste, une fois que ce sera fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a pas eu de retour en arrière dès l'instant où je les ai vus s'embrasser par cette fenêtre d'hôpital, ai-je dit simplement. Je me suis habillé soigneusement pour l'occasion, choisissant une tenue qui dissimulait le corset dorsal dont j'avais encore besoin pour le soutien,
tout en projetant confiance et force. Un blazer structuré d'un bleu profond sur un simple chemisier blanc associé à un pantalon confortable mais élégant. Professionnel, soigné et entièrement en contrôle. Mes parents avaient arrangé le rassemblement pour qu'il commence à 15 heures. Je suis arrivé à 14h30 avec Laura, qui était devenue mon allié inébranlable tout au long de l'épreuve. Maître Leclerc arriverait séparément, chronométrant son entrée pour un impact maximal. « Es-tu nerveuse ?» a demandé Laura alors que nous entrions dans l'allée de mes parents. Plus que nerveuse, ai-je admis, mais certaines choses doivent être terminées correctement. Mon père a ouvert la porte avant que nous puissions sonner. Il m'a embrassé soigneusement, attentif à mon dos encore en guérison. Ils viennent tous les deux, a-t-il confirmé doucement. Votre mère leur a dit que vous étiez prête à discuter des choses. J'ai hoché la tête, appréciant la volonté de mes parents de créer cette opportunité, même s'ils ne comprenaient pas entièrement mes intentions. Nous nous sommes dirigés vers le salon où ma mère arrangeait un buffet de rafraîchissement, son énergie nerveuse évidente dans le placement méticuleux de chaque article. Isor m'a-t-elle accueilli avec une douce accolade. Es-tu sûr de ça? Il n'est pas trop tard pour annuler. Je suis sûr, maman. Certaines choses doivent être dites face à face. Elle a hoché la tête, bien que son expression soit restée troublée. Il devrait être là d'une minute à l'autre, séparément, comme tu l'as demandé. Claire est arrivée la première, son attitude habituellement confiante notablement absente. Elle a hésité dans l'encadrement de la porte en me voyant, clairement surprise par mon état physique amélioré. J'avais délibérément maintenu l'impression d'être plus handicapé que je ne l'étais réellement, leur permettant, à elle et à Aurélien, de me sous-estimer une dernière fois. Isa, a-t-elle dit prudemment. Tu as meilleure mine. Incroyable ce que la liberté de la trahison peut faire pour la santé, ai-je répondu froidement. Elle a tressailli, mais n'a rien dit de plus tandis que notre mère la guidait vers un siège en face de moi. La tension dans la pièce était palpable, assez épaisse pour étouffer. Aurélien est arrivé 10 minutes plus tard, son apparence plus négligée que je ne l'avais jamais vue pendant notre mariage. La tension de la procédure de divorce et de l'exposition publique avait clairement laissé des traces. Bien, ai-je pensé d'un air détaché. Qu'il souffre une fraction de ce que j'ai enduré. Isor a-t-il commencé immédiatement. Nous devons parler en privé. Tout cela est allé trop loin. En fait, je pense que nous avons eu suffisamment de vie privée, ai-je répondu. La vie privée est ce qui vous a permis à tous deux de me trahir alors que j'étais incapable de me défendre. Aujourd'hui, nous allons avoir une transparence totale. Comme sur commande. La sonnette a de nouveau retenti. Mon père a ouvert, revenant avec Maître Leclerc et, à la surprise de tous, 2 personnes supplémentaires, le docteur Bernard de l'hôpital et l'inspecteur Martin de la division des crimes financiers avec qui Maître Leclerc avait travaillé concernant les transferts non autorisés de mes comptes. Le visage d'Aurélien s'est vidé de toute couleur. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit que c'était une réunion de famille pour discuter. Je n'ai jamais dit une telle chose, l'ai-je corrigé. Mes parents ont lancé cette invitation avec les meilleures intentions. Je suis ici pour toute autre chose. Claire s'est agitée inconfortablement, jetant des regards entre Aurélien et la porte comme pour calculer sa voie d'évasion. Isa, quoi que tu penses qu'il s'est passé, tu exagères tout. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Vraiment? Examinons cette affirmation, voulez-vous? J'ai fait signe à Maître Leclerc, qui a ouvert sa mallette et a commencé à distribuer des dossiers à toutes les personnes présentes. Ceux-ci contiennent seulement une petite partie des preuves que j'ai rassemblées au cours des 2 derniers mois. J'ai jugé important que tout le monde travaille sur la même base factuelle. La pièce est tombée dans le silence alors qu'ils examinaient le contenu. Des photos d'eux ensemble remontant à des mois avant mon accident. Des transcriptions de leurs conversations enregistrées planifiant d'exploiter ma condition médicale. Des relevés bancaires montrant des transferts non autorisés. Des emails entre discutant de la manière d'accéder à l'héritage de ma grand-mère. Ma mère a haleté en lisant, sa main couvrant sa bouche d'horreur. L'expression de mon père s'est assombrie à chaque page qu'il tournait, mais ce sont les réactions d'Aurélien et Claire que j'ai observées le plus attentivement. Son choc initial a laissé place à la ruse, essayant clairement de formuler une explication. Son visage s'est empourpré de colère plutôt que de honte, ses yeux jetant des regards accusateurs entre moi et l'épreuve. « Tu nous as enregistrés » a-t-elle fini par balbutier. « C'est illégal. » En fait, a interjeté Maître Leclerc en douceur. Dans cet état, enregistrer des conversations lorsqu'il existe une suspicion raisonnable d'activité criminelle est parfaitement légal.
Et la conspiration en vue de commettre une fraude financière contre une personne médicalement vulnérable se qualifie certainement. C'est ridicule, a tenté Aurélien, bien que sa voix manquât de conviction. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte. Nous discutions de la protection des actifs d'Isor pendant sa convalescence, pas de lui voler. Est-ce pour cela que tu as transféré près de 200 000 € sur un compte à ton seul nom pendant que j'étais inconsciente après la chirurgie, ai-je demandé calmement. Pour me protéger ? L'inspecteur Martin s'est raclé la gorge. Monsieur le maire, ces transactions financières seules constituent des motifs de poursuite pénale. Vos tentatives d'obtenir une procuration tout en dissimulant activement des informations à votre femme démontrent une intention claire. L'avocat d'Aurélien lui avait conseillé de ne jamais parler à la police sans représentation. Un conseil dont il s'est finalement souvenu alors qu'il serrait les mâchoires. Claire n'avait pas de telles instructions. C'est insensé, a-t-elle déclaré en se levant brusquement. Alors Aurélien et moi nous sommes rapprochés en prenant soin de toi. C'est juste arrivé. Nous n'avons jamais prévu de te voler. Toute cette implication de la police est complètement excessive. Même pour tes tendances dramatiques, Isa. Assieds-toi, Claire, a dit mon père, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Et montre un peu de respect à la sœur dont tu planifiais de détruire la vie. Voir mon père me défendre de manière si catégorique a provoqué des larmes inattendues dans mes yeux. J'ai pris un moment pour me ressaisir avant de continuer. Je veux que tout le monde ici comprenne exactement ce qui s'est passé. Pendant que j'étais hospitalisé avec une colonne vertébrale brisée, incapable de prendre soin de moi-même, mon mari et ma sœur ont commencé une liaison, s'ils n'en avaient pas déjà une. Cela seul serait impardonnable. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont conspiré pour profiter de mon état vulnérable afin d'accéder aux actifs de mon entreprise et à mon héritage personnel. Je me suis tourné pour leur faire face directement. Avez-vous déjà considéré ce que cela me ferait ? De me réveiller de cette blessure traumatisante et de me retrouver non seulement trahi, mais aussi ruiné financièrement ? Y avez-vous pensé ne serait-ce qu'un instant ? Aucun des deux ne pouvait croiser mon regard. Leur silence était accablant. Je vous ai fait confiance à tous les deux pour tout. Mes soins, ma maison, mon entreprise, mon cœur. Et vous avez vu ma vulnérabilité non pas comme une responsabilité, mais comme une opportunité de prendre ce qui ne vous appartenait pas. Ce n'est pas juste, à protester Claire faiblement. Nous avons fait une erreur. Mais tu fais passer ça pour quelque chose de calculé. En réponse, j'ai simplement joué l'un des enregistrements. Leurs voix ont rempli la pièce, discutant de la façon d'utiliser ma confusion induite par les médicaments contre moi, riant de la facilité avec laquelle il serait de me convaincre de signer un contrôle temporaire de mon cabinet de design. Alors que l'enregistrement se terminait, ma mère pleurait ouvertement. Laura s'était rapprochée pour se tenir derrière moi, sa main sur mon épaule en signe de soutien silencieux. Même Maître Leclerc, qui avait déjà entendu toutes les preuves, semblait dérangé par la froideur affichée. J'ai voulu cette réunion aujourd'hui pour 3 raisons, ai-je continué, ma voix ferme malgré l'émotion qui bouillonnait en moi. Premièrement, je voulais que tout le monde entende la vérité directement, non pas filtrée par vos mensonges ou ma colère. Deuxièmement, je voulais vous informer tous les deux personnellement que non seulement je poursuis le divorce et les accusations de fraude financière, mais je dépose également une plainte civile pour le préjudice moral causé pendant ma guérison médicale. Aurélien a finalement retrouvé sa voix. Isor, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça en privé. Pense à notre histoire, à tout ce que nous avons construit ensemble. C'est exactement à cela que j'ai pensé, ai-je répondu. Chaque moment de nos 5 années ensemble que tu as gâché pour cette trahison. Chaque sacrifice que j'ai fait pour notre mariage pendant que tu planifiais ton avenir avec ma sœur. Chaque nuit que j'ai passé à construire mon entreprise pendant que tu utilisais mes revenus pour financer votre liaison. Je me suis tourné vers Claire. Et toi, ma propre sœur. La compétition entre nous a toujours été là, mais je n'aurais jamais imaginé que tu franchirais cette limite. Me hais-tu à ce point que détruire ma vie semblait justifié ? Je ne te hais pas, a-t-elle murmuré, des larmes apparaissant enfin. J'étais jalouse. Tu avais toujours tout si bien organisé, si parfait. Ton entreprise prospère, ta belle maison, ton mari aimant. Je voulais juste un peu de tout ça pour moi. Alors, tu l'as pris et je dis d'un ton plat. Au lieu de construire ta propre vie, tu as essayé de voler la mienne. La troisième raison de cette réunion est devenue claire lorsque Maître Leclerc a remis à Aurélien le dernier jeu de papier.
Ce sont les termes du règlement de divorce que ma cliente est prête à accepter. Ils sont non négociables et doivent être signés aujourd'hui, sinon nous procédons devant le tribunal où toutes ces preuves deviendront publiques. Aurélien a parcouru le document, son visage devenant de plus en plus pâle. C'est tout. Tu ne me laisses rien. Pas tout à fait rien. Juste ce que tu as apporté au mariage, ce qui était considérablement moins que ma contribution. J'ai construit mon entreprise avant que nous nous rencontrions, et tu as renoncé à toute revendication sur nos biens communs par tes tentatives de fraude documentée. Il a regardé autour de lui désespérément, cherchant un allié dans la pièce et n'en trouvant aucun. Même Claire s'était physiquement éloignée, comprenant peut-être enfin la gravité de leurs actions. Et la troisième raison de cette réunion, a demandé mon père doucement. J'ai pris une profonde inspiration. Dire au revoir. Après aujourd'hui, je n'aurai plus aucun contact avec Aurélien ou Claire. Le divorce se poursuivra par l'intermédiaire de nos avocats. Tout événement familial sera planifié de manière à ce que nous ne soyons pas présents tous les deux. Ce chapitre de ma vie est terminé. La finalité de ma voix a semblé pénétrer enfin. Les épaules d'Aurélien se sont affaissées de défaite alors qu'il prenait le stylo offert par Maître Leclerc et signait les papiers. Claire a commencé à protester, mais a été réduite au silence par un regard de notre père. « Tu as fait assez de dégâts, lui a-t-il dit. Accepte les conséquences avec la dignité que tu peux rassembler. » Pendant que les papiers étaient signés et notariés par Maître Leclerc, j'ai senti un poids se lever. La confrontation que j'avais planifiée depuis des semaines se déroulait exactement comme je l'avais imaginé. Pourtant, la victoire n'apportait aucune joie, seulement un sentiment de clore un chapitre douloureux. L'inspecteur Martin s'est avancé une fois que les papiers du divorce ont été signés. « Monsieur le maire, nous aurons besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions sur ces irrégularités financières. » Le regard d'incrédulité sur le visage d'Aurélien a presque fait que je l'ai pitié. Presque. Il ne s'attendait jamais à faire face à de réelles conséquences. N'avait jamais imaginé que je me défendrais aussi minutieusement. Alors qu'il se préparait à partir, je me suis levé, ignorant la douleur lancinante dans mon dos. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous avez vu ma blessure comme une faiblesse. Vous avez pensé que ma vulnérabilité faisait de moi une cible facile. C'était votre erreur. J'étais peut-être brisé physiquement, mais vous avez gravement sous-estimé ma force à tous autres égards. Avec ces derniers mots, je suis sorti de la maison de mes parents, Laura à mes côtés. Derrière moi, je laissais non seulement les deux personnes qui m'avaient le plus profondément trahi, mais aussi la femme que j'avais été avant de découvrir leur tromperie. Cette personne confiante, peut-être naïve, ne pouvait pas survivre à ce qu'ils avaient fait. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, plus prudent, mais aussi plus authentiquement elle-même que jamais auparavant. La semaine qui a suivi la confrontation s'est déroulée dans un tourbillon de réunions juridiques, de déclarations à la police et de séances de kinésithérapie épuisantes. Je me suis poussé plus fort que mon thérapeute ne le recommandait, déterminé à retrouver une mobilité complète le plus rapidement possible. Mon corps était devenu un champ de bataille, et chaque étirement douloureux ou exercice de renforcement ressemblait à la reconquête d'un territoire qui avait été envahi. Vous devez prendre votre temps, a prévenu le docteur Fournier, mon nouveau kinésithérapeute. La guérison n'est pas linéaire, surtout avec des lésions de la colonne vertébrale. Pousser trop fort peut vous faire reculer. J'ai déjà été suffisamment retardé, ai-je répondu, serrant les dents pendant une autre répétition. Il m'a regardé d'un air entendu. Il ne s'agit pas seulement de récupération physique, n'est-ce pas? La question m'a prise au dépourvu. J'avais été tellement concentré sur les batailles externes, les procédures judiciaires, les récupérations financières que j'avais à peine abordé le traumatisme émotionnel. La trahison avait laissé des cicatrices bien plus profondes que les incisions chirurgicales sur mon dos. J'ai juste besoin d'être de nouveau indépendante, ai-je finalement admis. Je ne supporte pas de me sentir vulnérable. Être physiquement forte ne guérira pas les autres blessures, a-t-il dit doucement. Avez-vous envisagé de parler à quelqu'un de ce qui s'est passé? J'avais écarté des suggestions similaires de Laura et de mes parents. Mais venant de ce professionnel de la santé pragmatique et sans fioriture, la recommandation a pris une autre dimension. Cet après-midi-là, j'ai appelé la thérapeute que Maître Leclerc m'avait recommandée des semaines plus tôt. La docteure Claire Lefebvre était spécialisée dans les traumatismes et la trahison. Son cabinet était un espace apaisant de bleu doux et de lumière naturelle, dépourvu de la stérilité clinique des environnements hospitaliers que j'avais fini par détester. Votre corps et votre esprit ont subi des traumatismes graves, a-t-elle expliqué lors de notre première séance.
l'accident de voiture, la chirurgie et la trahison se sont tous produits en succession si rapide que vous n'avez pas eu l'espace pour traiter pleinement un seul événement. Je me suis concentré sur la survie, ai-je reconnu, d'abord physique, puis financière et juridique. C'est une réponse complètement normale, a-t-elle dit. Mais maintenant que ces menaces immédiates sont écartées, le traitement émotionnel exigera de l'attention, que vous le programmiez ou non. Elle avait raison. Une fois les papiers du divorce signés et Aurélien faisant face à des conséquences légales pour la fraude financière, une fois que j'avais sécurisé un appartement permanent et rétabli mes opérations commerciales, le tsunami émotionnel que j'avais fui m'a finalement rattrapé. Cela a frappé un mardi soir ordinaire. J'étais en train de revoir des propositions de clients à ma nouvelle table de salle à manger lorsqu'une photo est tombée du dossier, une photo avant d'un salon que j'avais redessiné l'année précédente. En arrière-plan, à peine visible, se trouvaient Aurélien et Claire lors d'une réunion de famille, debout l'un près de l'autre. Trop près, j'ai réalisé maintenant. L'épreuve était là depuis le début. Si seulement je les avais vus. Quelque chose s'est brisé en moi. Tout le chagrin et la rage soigneusement contenus que j'avais canalisés dans ma guérison et mes batailles juridiques ont éclaté en sanglots déchirants qui ont aggravé mon dos encore en guérison. J'ai pleuré pour le mariage que je pensais avoir, pour la sœur que j'avais perdue, pour la confiance qui avait été brisée de manière irréparable. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'épuisement vide. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. J'ai besoin de prendre du temps loin, leur ai-je dit. Quelque part où aucun d'eux ne me chercherait jamais. Mon père a compris immédiatement. Le chalet dans un massif montagneux. Il est dans la famille depuis des générations, mais Claire l'a toujours détesté là-bas. Trop rustique à son goût. Le chalet familial était une structure simple de 2 chambres nichées dans un massif montagneux. Pas de télévision, un service cellulaire aléatoire et un isolement BA. J'ai arrangé un congé sabbatique du travail, demandant à mon employé la plus fiable de gérer les projets en cours avec des instructions claires de ne me contacter qu'en cas d'urgence réelle. Ces 3 semaines dans ce massif montagneux sont devenues ma véritable période de guérison. Chaque matin commençait par du yoga doux sur le porche surplombant les montagnes, reconstruisant progressivement ma force physique. Les après-midi étaient consacrés à des randonnées sur de courts sentiers qui s'allongeaient à mesure que mon endurance s'améliorait, ou à m'asseoir près du petit ruisseau qui coulait derrière la propriété, journalisant des pensées que j'avais été trop occupé à reconnaître. Le soir, je lisais des livres que la docteure Lefebvre avait recommandés sur la trahison, les traumatismes et la guérison. J'ai appris que mes réactions, du choc initial à la vengeance calculée, étaient toutes des réponses normales à une trahison extraordinaire. J'en suis venu à comprendre que ce qu'Aurélien et Claire avaient fait reflétait leurs défauts de caractère, pas mon mérite d'amour et de loyauté. Le plus important, j'ai commencé à reconstruire un sentiment de moi-même distinct de mes relations avec eux. Pendant trop longtemps, je m'étais définie en partie comme l'épouse d'Aurélien et la sœur plus réussie de Claire. Sans ces ancres, j'avais besoin de redécouvrir qui Isor était au fond d'elle. Quand je suis retourné en ville après ces semaines réparatrices, j'ai pris 2 décisions importantes. Premièrement, j'ai renommé mon cabinet de design, changeant le nom de Design Intérieur Lemaire à le collectif Design Phoenix, symbolisant la renaissance après la destruction. Deuxièmement, j'ai contacté Florence, l'infirmière qui avait été ma première alliée pendant le séjour à l'hôpital. Notre rendez-vous café s'est transformé en dîner et une amitié a commencé à se former qui n'était pas éclipsée par mon histoire avec Aurélien et Claire. Florence était directe, loyale et honnête de manière rafraîchissante, des qualités que j'appréciais désormais par-dessus tout. Elle m'a présenté à son cercle d'amis, des professionnels de la santé et des artistes qui m'ont accueilli sans préjugés. 6 mois après la confrontation, la procédure judiciaire contre Aurélien s'est conclue par un accord de plaidoyer. Il a évité la prison mais a reçu une probation, des travaux d'intérêt général et a été condamné à payer une restitution substantielle. Les conséquences professionnelles ont été plus graves. Sa licence de conseiller financier a été suspendue en attendant un examen. Sa réputation soigneusement cultivée était en lambeaux. Claire n'a fait face à aucune conséquence légale, mais a souffert socialement et au sein de notre famille. Mes parents ont maintenu un contact minimal avec elle, incapables de se réconcilier pleinement avec sa trahison. Les amis communs ont largement pris mon parti une fois que les preuves sont devenues connues, la laissant isolée de notre cercle social partagé. J'ai appris par ma mère que leur relation avait implosé peu après la confrontation. Sans l'excitation du secret et la perspective d'un gain financier, ils ont rapidement découvert qu'ils avaient peu de fondement pour une relation durable. Aurélien a blâmé Claire pour avoir poussé l'affaire trop loin, tandis qu'elle l'a accusé de la manipuler pour me trahir.
Les deux accusations contenaient probablement des éléments de vérité. Leur destruction mutuelle ne m'a apporté aucune satisfaction. La justice que j'avais cherchée et reçue n'avait pas comblé le vide créé par leur trahison. Seules les nouvelles connexions que je formais et la concentration renouvelée sur mes passions pouvaient le faire. 1 an après mon accident, j'ai organisé une journée portes ouvertes pour le nouvel espace studio de le collectif Design Phoenix. L'événement a marqué non seulement une étape commerciale, mais aussi une étape personnelle. J'étais passé de victime à survivante à créatrice, reconstruisant chaque aspect de ma vie sur des bases plus solides. Laura est arrivée tôt pour aider avec les derniers arrangements, apportant son frère David, que j'avais brièvement rencontré à son mariage il y a des années. Il était architecte et appréciait le genre de design réfléchi dans lequel je me spécialisais. Et notre conversation a coulé facilement tout au long de la soirée. J'ai suivi votre travail pendant des années, a-t-il admis alors que nous discutions d'un projet de restauration particulièrement difficile que j'avais récemment terminé. Votre attention à la façon dont les espaces affectent les gens émotionnellement, pas seulement esthétiquement, est rare dans cette industrie. Cette perspective est devenue encore plus importante après mon accident, ai-je expliqué. Passer des semaines dans cette chambre d'hôpital stérile m'a fait réaliser à quel point nos environnements impactent notre guérison. Nous avons échangé nos cartes de visite avec des promesses de collaboration potentielle. Bien que l'étincelle de quelque chose de plus personnel soit indéniable. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison d'Aurélien, j'ai senti la possibilité de faire confiance à quelqu'un sur le plan romantique à nouveau. Pas immédiatement, pas imprudemment, mais comme une perspective future qui valait la peine d'être envisagée. La journée portes ouvertes a été un succès, attirant des clients potentiels, des publications de design, et même quelques concurrents qui sont venus voir comment je m'étais réinventé. Beaucoup de nouvelles pièces de mon histoire, l'accident et le divorce ayant fait le tour dans notre cercle professionnel. Mais peu connaissaient la vérité complète. Je préférais cela ainsi, être connu pour ma résilience plutôt que pour mon statut de victime. Alors que les derniers invités partaient, Florence s'est attardée derrière, m'aidant à rassembler les verres vides et à réarranger les meubles à leur position d'exposition. Tu sais ce que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, jetant un œil au calendrier sur le mur de mon bureau. J'ai fait une pause, comptant à rebours. Exactement 1 an, a-t-elle hoché la tête. De coucher sur le dos dans un lit d'hôpital à ça. Elle a désigné le bel espace dans lequel nous nous trouvions. Si ce n'est pas un témoignage de la résilience humaine, je ne sais pas ce que c'est. Plus tard ce soir-là, seul dans mon appartement qui ressemblait maintenant vraiment à une maison, j'ai ouvert le journal que je tenais depuis mon séjour dans le massif montagneux. Sur une page vierge, j'ai écrit, il y a 1 an jour pour jour, j'ai vu mon mari embrasser ma sœur par la fenêtre d'une chambre d'hôpital. Je pensais que ma vie se terminait. Au lieu de cela, elle recommençait. Ce qu'ils ont voulu faire pour nuire est devenu le catalyseur pour me reconstruire sans compromis ni excuse. La douleur n'a pas entièrement disparu, mais elle ne me définit plus. Ils ont sous-estimé ma force, ma détermination et ma capacité de renouveau. Ce fut leur dernière erreur. J'ai fermé le journal et me suis approché de la fenêtre donnant sur les lumières de la ville. La femme qui se tenait là n'était pas la même que celle qui gisait brisée dans ce lit d'hôpital 1 an plus tôt. Elle était plus forte aux endroits qui avaient été brisés, plus sage quant à la nature humaine et plus authentique dans ses liens. La trahison fera toujours partie de mon histoire, mais elle ne sera pas le chapitre déterminant. Ce rôle appartient à ce qui est venu après. À la phénix qui est née de ses cendres de confiance brisées et d'attentes anéanties. À la femme qui a appris que parfois les pertes les plus dévastatrices ouvrent la voie aux gains les plus significatifs. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a finalement rendu plus forte? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si mon parcours vous a parlé. Abonnez-vous pour plus d'expériences de vie réelle et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la guérison est possible même après les trahisons les plus profondes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de guérison et de redécouverte. Rappelez-vous, parfois les futurs les plus beaux sont construits sur les ruines de rêves brisés.